Bonjour, je suis Franck de G-Team. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast des birdies plein la tête. Du rêve au projet, du projet à l'action et de l'action au succès. Aujourd'hui, pour en parler, nous sommes avec Thierry David Bonjour. qui nous reçoit à distance donc pour notre série golf et qui est chez lui donc à la campagne, nous dit-il. Oui, à une quarantaine de kilomètres au nord de Paris, mais c'est la campagne, effectivement. D'accord. Donc c'est ce qui pourra peut-être expliquer des petites interruptions ou des petites perturbations dans la connexion parce que c'est là où on se rend compte que la couverture Internet n'est pas complètement également répartie sur le territoire. C'est c'est Effectivement. une des prises de conscience qui peut être permise par ce genre de situation. En tout cas, merci, bonjour. Merci, bonjour. Merci Thierry de nous accueillir pour ce nouvel épisode. Donc, une introduction très rapide puisqu'on s'adresse à un public qui n'est pas nécessairement des golfeurs ou en tout cas des personnes qui suivent le golf à la télévision. Donc, pour vous présenter en quelques minutes, et je vous laisserai évidemment développer, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous vous situez professionnellement à la jonction entre deux univers qui font beaucoup rêver, on peut même dire qu'ils font parfois fantasmer les jeunes et même les moins jeunes, à savoir le sport de haut niveau, le sport professionnel et les médias, la télévision en particulier. Donc on va parler justement de ces deux univers. Vous êtes arrivé là en commençant votre carrière dans les années 90 à la radio, hein, c'est ça? Oui, Skyrock, absolument. RTL, France Inter, Chéri FM, euh, Mhm. avant de basculer vers la télévision avec Pathé Sport, c'est ça à l'époque? Ouais, euh, ouais, et c'était même AB Sport, même au AB tout Sport, début. d'accord. Ouais. Et tout ça dans le commentaire sportif, enfin en tout cas dans la partie sportive du monde des médias. Oui, 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 absolument. Alors, j'ai pas fait, je dirais, toute ma carrière sur l'info sportive, hein. J'ai pas mal travaillé également sur les infos générales. C'était le cas quand j'étais dans le groupe Énergie à Chéri FM, précisément, D'accord. où je présentais les matinales info pendant 8 ans. Ah d'accord. Voilà, mais pour tout le reste, effectivement, c'était essentiellement sur la partie sportive. D'accord. Et donc, le golf, particulièrement depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'engagement du groupe Canal+, avec la création de la chaîne Golf Plus, dont vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef, c'est ça? Ouais, absolument, absolument. Donc, une expérience de première main sur l'envers du décor de ces deux Ouais. univers particulièrement enfin, qui font rêver et qui sont perçus par le grand public d'une façon parfois un peu superficielle. Ça va nous intéresser justement d'aller voir comment ça se passe de l'autre côté du rideau. On va parler de tout ça. Et on va commencer par retracer un peu votre parcours. On vient de voir que vous avez, enfin, une partie de votre carrière s'est faite dans le commentaire sportif. Vous-même, vous êtes à la base un sportif ou vous avez pratiqué des sports, vous avez Alors, un sportif, comme tout à chacun, je pense que oui, oui, j'ai pratiqué des sports étant jeune. J'ai beaucoup, beaucoup pratiqué le judo, notamment. J'en ai fait pendant une quinzaine d'années. J'ai joué au football également assez longtemps. Et puis, puisque vous allez me poser la question concernant le golf, c'est arrivé assez tard, Mhm. puisque j'ai commencé le golf à l'âge de 35 ans. Voilà, j'en ai 52 aujourd'hui. D'accord. Mais effectivement, une période où le golf était encore très peu répandu hein, en France. Ouais, Si on n'était pas dans une famille de golfeurs et même aussi voilà, dans une certaine même catégorie aussi sociale, à des endroits où il y avait des golfs, on n'était pas forcément exposé à la ah, discipline. ouais, ouais, non, clairement pas. Effectivement, le golf, et on aura sûrement l'occasion d'en reparler parce que je pense que vous ferez la comparaison. C'est quelque chose qu'on peut rapprocher du tennis il y a Oui, une trentaine d'années. Le tennis qui était très élitiste et qui ne oui, s'est, je dirais, popularisé il y a une vingtaine d'années oui, oui. avec l'Air Noah et compagnie. Bah, le golf, c'est un peu ça. J'allais dire, il commence à se populariser depuis une dizaine d'années. Il commence, mais alors vraiment légèrement, parce que ça reste quand même un public très averti. Fait de gens qui pratiquent le golf hein, essentiellement, parce que c'est pas à 100%, mais c'est essentiellement. Alors, j'en parle d'autant plus librement que j'ai à peu près, enfin presque le même âge que vous, hein, mais
L'Ernois, c'était quand même il y a 40 ans. Hein, donc, Ouais, bah, vous voyez, ça passe vite. Hein. Il va falloir s'y faire. Ouais. Ouais, Euh, ouais. alors, est-ce que justement, quand vous avez commencé à formuler des projets professionnels, le sport a un moment été considéré ou est-ce que ça n'a jamais été, pour vous, ça a été une pratique, des passions, mais l'idée d'en faire un métier ne s'est jamais vraiment présentée? Moi, c'est venu naturellement, c'est-à-dire que en fait, le parcours, il est simple. Hein. J'avais 15 ans dans les années 85 à peu près, 12-15 ans, et c'était le début des radios libres. Et j'ai découvert ça par hasard avec les yeux écarquillés en entendant une radio qui était à 200 mètres de chez mes parents, dans Oui, la maison d'un voisin. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? On peut parler à la radio. Alors que... Et donc, ça m'a intrigué. J'y suis allé. J'ai commencé à, à présenter des émissions musicales comme n'importe quel ado de l'époque qui découvrait la radio locale. Et puis très vite, je me suis orienté vers le côté sportif du truc en disant tiens, je vais aller faire des reportages sur le club de foot du coin, sur le mec qui fait de la boxe dans le coin, parce que c'était une passion, le sport. Et puis très vite, tout s'est enclenché là-dedans et la question s'est jamais vraiment posée, je dirais, parce que parallèlement à mon cursus scolaire, j'ai tout fait pour aller vers cette voie, quoi. d'accord. Vous avez donc pour le coup, alors on comprend que c'était une activité que vous meniez euh, sur le côté. Est-ce que vous avez donc suivi une formation spécifique pour devenir journaliste ou ouais. Alors, pas du tout. À Ah, l'époque, d'accord. pas du tout. Non, non. Moi, j'ai une formation, j'ai un bac littéraire. Et Ouais. puis, derrière, j'ai fait une faculté de lettres et de communication ensuite. Et puis, j'ai arrêté, je dirais, assez rapidement parce que en parallèle, depuis l'âge de 17-18 ans, je commençais parallèlement, je dirais, je ne vais pas dire gagner ma vie, mais à être rétribué pour les activités journalistiques que j'avais en termes de sport, justement. Et puis très, très vite, vers l'âge de 22-23 ans, c'est l'époque Skyrock. Mhm. Euh, Alors on a une petite interruption de connexion. J'espère que ça ouais, va, j'espère que ça va et- revenir. Je vous ai perdu là depuis une minute. Allô? et- Ah, là, je vous ai pas entendu pendant la dernière minute. Depuis que vous avez évoqué Skyrock, Ah, depuis que vous avez évoqué Skyrock, il y a ouais, une petite coupure, une ouais, d'accord. interruption. Mais Ouais, 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 c'est ce que je disais. Moi, j'étais en image figée. ouais, c'est une bonne. Pardon? Ce sont des bonnes réminiscences parce que on va parler justement tout à l'heure des nouveaux médias qui arrivent avec Mhm, l'Internet, avec des bien YouTubeurs, sûr. avec toutes sortes de choses. Il y avait à cette époque la même chose avec les premières radios libres où on prenait son magnéto, on allait faire comme ça des Ouais, reportages à la dure et on ouais, diffusait ça après sur les ondes radio. Donc finalement, c'est une ouais, espèce d'éternel retour de nouvelles vagues technologiques qui ouais, donnent de nouvelles possibilités. Mais ouais, ouais. Moi, mon premier souvenir professionnel que j'étais étudiant, hein, évidemment. Et là, je travaillais en même temps, je dirais, pour vous m'entendez là? ouais, ouais. Ouais, ouais. Je disais, et là, je travaillais en même temps pour une radio locale qui était dans l'Oise, à Compiègne précisément, qui s'appelait Radio Fugue. On est en 88, 89 peut-être. Dans l'Oise, on avait un club de foot qui était le club de Beauvais, qui à cette époque-là était en deuxième division et qui avait fait un parcours incroyable en Coupe de France. Ils s'étaient allés jusqu'en demi-finale. Ils avaient été éliminés en demi-finale par Auxerre sans perdre. Hein. C'était sur match aller-retour. Et j'avais suivi toute l'épopée pour la station de radio avec des commentaires sur place. Et là, je m'étais dit tout de suite que voilà, c'est définitivement ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Oui, ça aussi, c'est un clin d'œil amusant sur les épopées, les aventures comme ça, Mmh. les espèces de miracles avec le petit poussé
qui Voilà. traverse le tableau et qui donne comme ça, qui anime une région pendant une année de Coupe de France. Bon. Alors, du foot au golf, ça se passe. Comment ça s'est Ça se passé? passe comment? Alors le foot, ça m'a duré un moment quand même, hein, puisque parallèlement, en fait, il a toujours traversé toute ma carrière, le foot. Hein. Je vous disais que même lorsque je travaillais aux informations générales, que je présentais les matinales pour Chéri FM, parallèlement à cela, je faisais des multiplex à l'époque de football, d'abord pour RTL, puis ensuite pour France Inter, dans l'équipe de Jacques Vendroux pendant 4 ou 5 saisons. Jusqu'à ce que je parte pour la télé, AB Sport, Pathé Sport, puis Canal, toujours au foot. Pendant toutes ces années, ça a été du foot. Il faut savoir que moi, je suis rentré à Canal Plus en 2000, septembre 2000. Et de septembre 2000 jusqu'à juin 2012, je suis au foot à Canal. Donc, j'ai fait 12 ans de Ligue 1, la Ligue des Champions, j'en ai fait des wagons. J'ai eu la chance de parcourir toute l'Europe et même le monde pour le foot à Canal, hein, les jours de foot, tous les plateaux de Ligue des Champions, etc. Et jusqu'en 2012, c'est la création de Golf Plus. Voilà. Alors, comment ça s'est fait? Oui. Alors, comment c'était ça votre question? Comment on passe de ça à ça? Alors, c'est-à-dire qu'entre-temps, je me mets au golf, dans les années 2000 hein, également, je deviens joueur de golf. Et à Canal, je monte une l'association des golfeurs à Canal. Voilà. Il y en avait Et beaucoup? en fait, Beaucoup de golfeurs à Canal à l'époque? il y en avait pas mal. Mais rien qu'au service des sports, on était une petite quarantaine quand même. Puis ça jouait pas mal. Et 2012, en fait, parce que finalement, la vie, ce ne sont que des concours de circonstances. Vous devez le savoir. 2012, juin 2012, Canal perd la moitié des droits du foot parce que c'est l'arrivée de Beansport. Voilà. Et le patron des sports de l'époque me convoque dans son bureau en me disant là on a un problème parce que on s'est fait piquer la moitié du foot et il n'y aura plus du boulot pour tout le monde. Donc il va falloir dégraisser, il va falloir trouver des solutions. Et il me dit mais par contre j'ai pensé à toi parce que là le mois prochain, le 1er juillet, on ouvre une chaîne de golf. Et j'étais président de l'association des golfeurs à Canal, il me dit est-ce que ça t'intéresse? Et voilà comment ça a démarré. Oui, donc comme quoi, enfin, on retrouve là aussi quelque chose d'assez constant dans les trajectoires. C'est qu'il y a un coup de chance, mais c'est un coup de chance qui a été quand même rendu possible et provoqué par le fait qu'il y avait quelque chose en place. Sinon, on n'aurait pas pensé à vous à ce moment-là. Mais on est en plein dans la réalité économique. Hein, on parle effectivement de Canal qui à un moment voilà, est devant un constat économique et doit couper la moitié de son équipe parce que l'avenir économique n'est pas tout à fait en phase avec ce qu'on en attendait. Donc ça fait partie effectivement de la vie d'une entreprise et il faut en être conscient. Quelle est la différence? Vous avez évoqué justement ce qu'avait été votre parcours dans le suivi des championnats de foot. Quelle est la différence finalement de vie, de métier, d'approche selon qu'on suit des championnats de foot, même au plus haut niveau européen, ou des championnats de golf? Est-ce que c'est fondamentalement différent ou est-ce que finalement c'est un peu pareil et il y a quelques différences à la marge? Non, je pense que quel que soit le sport que l'on couvre, hein, parce que je vous ai parlé de foot et donc principalement de golf, mais alors ponctuellement j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'autres choses également pour le groupe Canal. J'ai été le commentateur pour Canal pendant 6 ans de la pétanque. C'est autre chose, ça, c'est un autre trip. J'ai eu l'occasion de commenter pendant 3 ans le judo également. De par mes antécédents. Donc, finalement, j'ai touché un peu à tout. Même dans le cadre des JO, j'ai commenté des sports sur lesquels je n'étais pas forcément spécialiste. Et on s'habitue parce qu'on est avant tout journaliste. Donc après, je dirais qu'à peu de choses près, à quelques exceptions près, on prend un sport, c'est un produit, et puis après, on y va. Hein, je veux dire, moi, il y a pas énormément de sports pour lesquels je ne me sens pas capable de travailler. Là, je vous le dis rapidement. Je me suis toujours dit qu'il y a 2 sports que je me sentais incapable de commenter. C'était le basket, parce que vraiment, je ne le sens pas. Et puis le hockey sur glace, parce que ça va trop vite.
Mais le reste, après, voilà, il suffit de bosser un peu et puis on a des bases. Et puis maintenant, en télévision, en radio aussi d'ailleurs, quand on est sur du commentaire sportif, et ça c'est Canal qui l'a créé il y a plus de 30 ans, on fonctionne en binôme, et le binôme est toujours composé d'un journaliste et d'un consultant, et le consultant c'est un professionnel du métier, donc en Oui, c'est fait l'expert du finalement, sport. Oui. voilà, donc le journaliste il est là pour mettre en valeur les compétences techniques du consultant qui est avec nous. Donc finalement on est capable de tout faire, je pense. Oui, c'est un binôme effectivement qui a du sens et on en parle beaucoup quand on parle de coach Mm. sur justement les équipes qui encadrent les sportifs, en particulier les golfeurs, où chacun a son rôle qui vient complémenter celui de l'autre et Absolument. personne n'a toutes les clés, personne ne détient Ah l'ensemble. oui. Ah, tout à fait. On va conclure sur votre parcours. Je voudrais revenir sur les personnes dont vous estimez qu'elles ont été vos formateurs ou vos inspirations à un certain moment. Est-ce qu'il y a eu des gens, quand vous avez commencé dans ce métier, à la radio, puis après à la télé, où vous les avez regardés en disant ah, j'aime bien la façon, j'aime bien ce qu'il fait et je voudrais faire pareil, quoi. En termes de journalisme, pas réellement. Mhm. Pas réellement. Ah, si, enfin bon, moi, je suis un supporter inconditionnel de celui que je considère qui est vraiment l'homme qui a révolutionné le journalisme sportif en France, qui est Charles Guetry, Mhm. avec qui malheureusement j'ai pas eu le plaisir de travailler parce que lorsque je suis arrivé à Canal, lui, il partait pour France Télévisions. D'accord. Mais bon, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises et de lui dire à quel point il comptait pour moi. Donc ça, il le sait. Euh, Et en termes il a contribué vraiment à la construction de Canal pour ce que c'est devenu. Ouais, mais même, il a révolutionné le sport à la télé en France pour moi. Voilà, clairement. C'est quelqu'un qui avait toujours des idées, qui a toujours eu des idées, qui continue d'en avoir, Charles, des idées exceptionnelles sur la façon de rendre palpitant le sport à la télé. Mhm. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Après, là, en revanche, toujours à Canal, j'ai eu la chance également de côtoyer et de travailler pendant 2 ans avant qu'il parte à TF1. Thierry Gilardi qui nous a Oui. quittés malheureusement, qui était un immense professionnel également. Voilà. Mais sinon, alors après, les inspirations, enfin, j'y repense là parce que il est parti il y a quelques jours malheureusement. Le premier match de football que j'ai eu la chance de commenter à la télévision, c'était pas à Canal, c'était à Pathé Sport. C'était avec Michel Hidalgo. Ah oui. Et j'étais un tout jeune commentateur et j'ai un souvenir là-dessus qui est assez incroyable parce que le premier quart d'heure, j'arrivais pas à travailler. Ouais. J'arrêtais pas de le regarder et je me disais, putain, t'es assis à côté de Michel Hidalgo, quoi. Et je voyais Ouais. l'émir du Koweït et je voyais tout ça. Je me disais, c'était vraiment un super moment et ça m'a accompagné tout le temps. C'est assez émouvant comme truc parce que ça me ramène à plein de trucs en arrière et rien que pour ça, quand des jeunes qui ont envie d'être journalistes sportifs me disent qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je dis c'est le plus beau métier du monde. Moi, Mhm. ça fait 35 ans que je fais ça, j'ai jamais eu l'impression de bosser. Oui, Alors, il y a des contraintes, évidemment, oui. mais bon, c'est tellement gratifiant, c'est tellement précieux de pouvoir apporter, quand on le peut, un petit peu de bonheur ou d'évasion aux gens. C'est fabuleux. Est-ce que c'est, donc là, on vient de parler d'une rencontre particulière, où pour le coup, là, Michel Hidalgo, lui, n'était pas un professionnel des médias, mais vraiment le Non. consultant ultime, j'ai envie de dire, à l'époque, compte tenu de son passé d'entraîneur. Mhm. Est-ce que c'est un métier dans lequel on reçoit de l'aide en termes de formation? Là aussi, de l'extérieur, c'est un métier qui apparaît comme étant parfois assez compétitif, peut-être un peu dur aussi, parce que tout le monde se bat pour les premières places. Est-ce qu'il y a cette notion d'accompagnement, de mentoring un peu est-ce qu'un jeune voilà, est accompagné, peut être un peu guidé ou est-ce qu'il faut vraiment y aller avec les coudes et les dents? Non, je disais que en fait, je ne pense pas que ce soit une particularité du métier de journaliste ou d'un autre. C'est un peu comme dans tous les corps de métier. C'est-à-dire que, comme partout, vous allez rencontrer des gens qui sont des gens bienveillants. Et comme dans partout, comme dans tous les corps de métier, vous allez rencontrer des gens qui
malheureusement, sont un peu moins bienveillants avec vous. Mm. Et il faut avoir la chance dans votre parcours de tomber sur des personnes qui feront que ça va bien se passer pour vous. Voilà. Mais alors après, même avec les gens qui sont moins bienveillants, eh ben, on apprend. Oui, oui, complètement. On va rentrer un peu dans le concret hein, de votre activité. D'abord, le monde de la télévision, il est parfois, enfin, il fonctionne de différentes façons. Au sein de Canal+, par exemple, vous êtes indépendant, ou vous êtes salarié, vous êtes producteur de vos émissions. Comment ça se passe? Moi, je suis salarié du groupe Canal+. D'accord. Je fais partie du service des sports de Canal+. Alors, c'est vrai que bon, le golf a une particularité, c'est que à Canal, c'est qu'on est le seul sport à avoir notre chaîne entièrement dédiée. D'accord, oui. Par un concours de circonstances. Mais je vais vous la faire rapide parce que c'est important de connaître un petit peu comment finalement Golf Plus est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, Canal Plus est diffuseur historique du golf depuis 1984, hein, depuis le début. Et entre 84 et 92, donc détenait soit alternativement, soit de façon simultanée tout ce qui est European Tour et PGA Tour, ce qui représente énorme de tournois. Mais Canal ne diffusait que les derniers tours de majeur et encore peut-être 2 heures jusqu'à l'arrivée d'une chaîne qui s'appelait Sport Plus, qui a disparu depuis, sur laquelle on diffusait un peu plus de golf, mais pas non plus complètement. Et en fait, ça, c'est parti d'une discussion, je dirais, de bureau, hein, de technocrates, qui se sont dit dans les années 90, dans les années 2010, pardonnez-moi, j'ai du mal avec les bases, qui se sont dit dans les années 2010, attendez, là, je comprends pas, là, on achète X heures de golf par mois et on en diffuse moins de 10%. Ça veut dire que tout le reste des images va à la poubelle. Mm. Et ils ont dit, on va créer une chaîne pour passer sur cette chaîne tout ce qui ne passe pas sur Canal. C'est pour ça qu'au départ, quand Golf Plus a été créé, je ne sais pas si vous en êtes depuis l'origine, mais lorsque Golf Plus a été créé, on diffusait les majeurs et au moment où Canal arrivait, on rendait l'antenne sur Golf Plus. Oui, C'est-à-dire qu'on n'était plus. Voilà. Ça, c'est une chose que j'ai réussi à faire changer lorsque j'ai pris la rédaction en chef de la chaîne pour qu'il y ait au moins de la codiffusion entre les deux. Voilà. Mais à la base, ce n'était qu'une chaîne de complément. Voilà ce qu'était Golf Plus. Ouais, pour récupérer les rushs qui n'étaient pas utilisés. Voilà, bah ouais, pour tout diffuser. Ouais. Bah, absolument. Quoi, les technocrates n'ont pas toujours de mauvaises idées. Quoi. Ben voilà, finalement, ça sert. Donc voilà, pour revenir à l'origine de votre question, Franck, je fais partie. On est coupé? Non, c'est bon, ça revient. Mais non, ça marche, d'accord. Voilà. Parfois, l'image lag un peu, mais on a le son. Bon, okay. Je disais, pour revenir à l'origine de votre question, oui, je suis salarié Canal, je fais partie du service des sports de façon intégrante, mais dans ce service des sports, j'ai la particularité de gérer cette chaîne. Voilà. Mais alors, on parlait tout à l'heure des réminiscences. Nos coupures, là, ça doit aussi vous rappeler des souvenirs, parce qu'il y a eu une époque où techniquement, les choses étaient un peu moins avancées qu'aujourd'hui. Et j'imagine quand on était en multiplex, je ne sais où, dans un stade pour couvrir la deuxième division, il arrivait qu'effectivement, le son et l'image ne passent pas toujours, quoi. Ouais, avec Canal, non, pas trop. Ça a toujours été bien. Bah, après, j'ai des souvenirs assez rock'n'roll d'une époque pas si lointaine. Là, pour le coup, c'était 99-2000, hein, l'époque AB Sport, Pathé Sport, où là, je commentais du foot, par exemple. Et alors, on n'avait pas des gros droits, hein, parce que Canal avait déjà tout. Donc, nous, on faisait les championnats sud-américains. On avait le Brésil, l'Argentine. Moi, je faisais le championnat chilien. Et je commentais quand même chaque semaine un match du championnat chilien où on recevait des cassettes qui venaient d'Amérique du Sud, qui étaient transcodées de la norme NTSC, où ça pixelisait un peu. Les mecs n'avaient pas leur nom dans le dos. Et il n'y avait pas énorme d'Internet. Donc, on commentait pendant 1h30 des mecs dont on ne connaissait finalement pas le nom, ou en tout cas, on n'était pas sûr que ce soit bien le bon mec, avec des images improbables. Donc, c'était... Le confort aujourd'hui a bien changé. Hein. La narration trouve tout son sens. Ouais. Voilà, c'était plus la même. Voilà. D'accord.
Alors, comment vous travaillez justement de quelle façon est-ce que s'organise la programmation d'une chaîne comme Golf Plus, la constitution des équipes, des plateaux comme ça alors, ce sera un vaste sujet, mais en quelques mots, comment ça s'organise? Nous, on est une toute petite équipe. On est, en termes de permanents, hein, je vais parler de permanents à Golf Plus, on est 4. On est 3 commentateurs, un programmateur. Tout le reste, ce sont des pigistes, des contrats, ou en tout cas des correspondants qui ne sont pas là H24 comme nous. Pour la partie technique, vous appuyez sur l'infrastructure de Canal ou est-ce que vous êtes autonome? Oui, bien sûr, absolument. Quand je vous ai raconté la genèse de Golf Plus, ça en fait partie. Il ne faut pas faire de vue que, en fait, si Golf Plus peut exister, c'est parce qu'à la base, Canal achète tous les droits. Oui. On ne pourrait pas, même avec les abonnements qui sont satisfaisants, Golf Plus ne pourrait pas être autosuffisante. Ce n'est pas possible. Ouais. Voilà. C'est pour ça que malgré tout, on est 3 journalistes du service des sports qui sont dédiés au golf. Ouais. C'est pas suffisant, mais malheureusement, on peut pas faire plus. Ouais. Voilà. Il faut savoir également que le golf, avec Golf Plus, est le sport qui produit le plus d'heures de direct par an au groupe Canal. On produit plus de 2000 heures de direct par an. Ouais. Voilà. Moi, c'est une phrase, alors, elle devient cliché, mais j'aime la rappeler à chaque fois. C'est-à-dire que sur un tournoi qui démarre le jeudi et qui va terminer le dimanche, c'est le cas de tous nos tournois, le commentateur avec son consultant, en l'espace de 4 jours, vont commenter à peu près l'équivalent de 17 matchs de foot. Ouais, effectivement. À 2. Oui, puis en Voilà. plus, maintenant, avec l'amélioration du suivi sur les parcours, avec des caméras partout, etc., ça s'enchaîne en permanence. Enfin, il y a une chose avec les 20 parties qui sont en jeu presque. D'ailleurs, là, il y a eu une innovation majeure cette année. Là, c'était pour les Players. Malheureusement, on n'a fait qu'un tour, puisque avec le Covid, le reste a été annulé. Mais cette année, on proposait, avec le PGA Tour, un dispositif qui était du jamais vu dans n'importe quel sport. C'est-à-dire que les gens pouvaient choisir la partie qu'ils avaient envie de suivre. Ouais. Il y avait 24 parties le matin, 24 parties l'après-midi. Via nos tablettes digitales, vous pouviez vous mettre sur la partie du joueur que vous aviez envie de voir. Et vous voyez tous ses coups pendant 18 trous. Alors, moi, on m'a dit, mais oui, mais ça existait il y a quelques années sur la Formule 1 avec la cam embarquée. Oui, non, parce que sur la Formule 1, il y avait un canal, une caméra. Nous, c'est un canal, 8 caméras sur chaque canal. Ouais. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Et c'est l'avenir. Et en termes, justement, pour apprendre, pour permettre notamment à des jeunes de voir la réalité de ce que c'est que d'un parcours de golf d'un joueur professionnel, c'est pas seulement les highlights qu'on voit le dimanche soir avec les coups fabuleux, c'est aussi… Mais alors, en cela, moi, je sais que les golfeurs m'en parlent souvent, hein, quand dans les clubs, etc., me disent, il y a un truc qui est génial quand même, depuis qu'il y a Golf Plus, c'est que maintenant, on voit qu'ils font des merdes aussi, les mecs. Hein. Avant, on voyait que leurs bons coups, maintenant, on voit des sacrés mauvais coups. Oui, exactement. Et ça donnerait plus de réalité au truc. Justement, avec toute cette abondance de matière, comment vous faites votre programmation, comment vous décidez ce que vous allez montrer, pas montrer? C'est pas toujours facile, parce que forcément, ça génère forcément des frustrations par moment. Bon, on a le PGA Tour et l'European Tour, donc normalement, en termes d'amplitude horaire, ça ne se chevauche pas. Donc, a priori, ça ne se passe pas trop mal. Il arrive parfois que ça se chevauche, malheureusement. Il faut faire des choix. Et dans ce cas-là, on essaye d'aller satisfaire, je dirais, le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Est-ce que vous avez la main sur les images que vous avez? Parce que parfois, j'entends gens qui se plaignent de dire on ne voit pas les joueurs français. Non, absolument pas. Donc, absolument pas. Des images on est tributaire de ce qu'on nous donne et on n'a pas le loisir de pouvoir faire ce qu'on a envie.
C'est-à-dire que je m'explique, sur des tournois qui étaient en France, par exemple, avant l'Open de France, il y a très longtemps, ou Evian, par exemple, il y a encore une dizaine d'années, nous étions maîtres des lieux et nous avions nos caméras, nos camions, etc. Evian, depuis que c'est devenu majeur, les Américains sont arrivés, ils nous ont sortis, ils ont dit c'est nos camions, c'est nos caméras, c'est comme ça et on vous donne le signal et vous n'avez pas le choix. Pour le PGA Tour, c'est pareil. Et pour l'European Tour, c'est European Tour Production qui vient avec ses équipes et qui ne nous laisse pas le choix. Voilà. À quelques exceptions près, quelques aménagements près, par exemple la Ryder Cup l'année dernière à Paris, il y avait les moyens European Tour avec leur cinquantaine de caméras et c'était énorme. Et nous avions rajouté 3 ou 4 caméras HF supplémentaires pour filmer Thomas Levé sur le parcours qui interviewe un joueur ou un truc en particulier. Et on rajoutait cela au signal. Voilà. Mais on est, quoi qu'il en soit, tributaire des images que l'on nous donne. Et on n'a pas le choix de faire autrement. D'accord. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure, donc il y a une équipe de 4 personnes et puis vous faites appel à des consultants extérieurs. C'est pareil, comment vous les sélectionnez? Comment est-ce que vous identifiez les personnes qui vous semblent apporter quelque chose à vos programmes? Déjà, il y a des incontournables pour les majeurs. Van de Velde, Levé, ça me semble être quelque chose qui s'impose. Après, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire un distinguo en arrivant en me disant je veux spécialiser des gars sur le PGA Tour et des gars ou des filles sur l'European Tour, parce que soit dit en passant, et ça je vais le dire aussi, j'ai été le premier red chef du service des sports de Canal à imposer une consultante féminine sur des tournois masculins. Voilà, pour le golf. Sophie Giquel-Bétan, en l'occurrence, a commenté des tournois masculins depuis 2 ans et demi maintenant. Alors, ça a été suivi par d'autres sports maintenant chez nous, heureusement, mais c'est nous qui avons été précurseurs au golf de ce genre d'initiative. Donc, pour revenir à la question, oui, alors voilà, quand vous avez Van de Velde élevé sur les majeurs, normalement, vous risquez plus grand-chose. Et puis derrière, j'ai des consultants qui sont pour certains historiques. Je pense à Dominique Larech qui chaque année m'appelle en janvier et me dit bon Thierry, cette année j'arrête, je prends ma retraite. Je fais non, tu vas prendre ta retraite, d'accord, mais tu vas quand même nous faire 4-5 tournois dans l'année parce que pour moi, tu es l'ADN de la chaîne. Tu es historiquement à Canal depuis 25 ans, il n'est pas question de t'arrêter. Tu vas en faire encore un petit peu chaque année. Voilà. Parce que pour moi, c'est important, la reconnaissance des gens aussi. Et puis après, j'ai un groupe de consultants ou consultantes, que ce soit sur le PGA Tour ou l'European Tour, qui a priori ne varie pas trop, mais il arrive que comme la vie est faite, je dirais, de concours de circonstances et d'opportunités, qu'il se passe des choses. Moi, je sais que l'année dernière, par exemple, en 2018, en été, je me suis retrouvé sur un tournoi où j'avais personne. Et j'ai proposé à François Calmels de venir nous dépanner. Et je lui ai dit, François, c'est une fois, quoi. Je suis désolé, c'est une fois. Il m'a dit, ouais, ok, pas de problème. Et je l'écoute, je dis, mais il est bon, lui. Il est vachement bon, lui. Et puis, depuis, voilà, quoi. François nous a rejoints et il continue. Voilà. Là, j'ai Charles Russo également qui était venu faire un one-shot et qui nous aide un petit peu. Vous avez la possibilité du coup d'envoyer à chaque fois sur place quelqu'un pour couvrir l'événement sur place? Non. C'est heureusement, on ne verrait pas beaucoup nos familles. Oui, alors il y a alors sur les majeurs par exemple, Augusta, on est sur place évidemment. Le Players, on est sur place parce que contractuellement avec le PGA Tour, il y a plusieurs tournois dans l'année où on est obligé d'être. Donc, on a choisi le Players, on a choisi le Tour Championship, par exemple, également, ou la President's Cup lorsqu'elle se joue aux USA. Ensuite, sur les autres majeurs, US, USPGA et British, depuis 2 ans et demi, on a une formule qui est satisfaisante, je trouve, c'est-à-dire que nos 2 commentateurs sont à Paris en studio et sur le terrain, on course, on a Thomas Levé qui est sur place avec un d'entre nous pour faire les plateaux et les interviews des joueurs français s'il y en a. Et ça fonctionne très bien.
on a des équipes, mi-équipes sur le terrain, mi-équipe en studio à Paris. D'accord. Donc finalement, le travail à distance, vous êtes assez familier justement Ouais, bien à être sûr. sur Ouais. place. Ouais. Après je dirais que alors c'est toujours mieux d'être sur place. Parce que avant d'aller commenter, quand on fait le Players, avant de prendre la session de commentaires, on prend la petite voiturette, on fait le tour du parcours, on voit les positions de drapeau, on croise un cadet, on croise un joueur, on discute, on voit un agent, on récolte de l'information. Mais fondamentalement, le golf est aussi un sport qui, je dirais, ne pâtit pas énormément du fait de ne pas être sur place. Parce que même quand on est sur place, à Augusta par exemple, on est derrière les petits par Oui, 3 où oui, il y a le concours du mercredi, au fin fond du 17, dans une cahute, et on ne les voit pas, les gars. Hein. ouais. Vous voyez, Oui, quand on est voilà. même C'est dans un pas, studio, voilà, au foot, on est sur place, on a le terrain devant nous. Au golf, malheureusement, il n'est pas possible d'avoir le terrain devant nous. ouais, Donc ça ne change pas fondamentalement les choses. d'accord. Est-ce que, alors, on a parlé du rêve de la télévision, donc comme beaucoup de métiers, mais aussi la plupart des métiers assez prestigieux comme ça, il y a beaucoup d'aspirants peu d'élus. Est-ce que, est-ce que vous pouvez faire une distinction justement entre ce qui va, voilà, enfin, faire la différence entre quelqu'un qui va réussir dans ce type de métier et quelqu'un qui, voilà, qui va pas y arriver? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à percer, à se faire une place dans un métier comme celui de la télévision? Je vais reprendre une phrase que m'a dit il n'y a pas longtemps Céline Boutier, la numéro 1 française. Elle m'a dit, tu sais, j'étais pas la plus douée quand j'étais gamine. Hein. Mais alors, qu'est-ce que je bossais? Hmm. Donc, alors évidemment, faut avoir un truc, quoi. Mais il faut travailler, faut beaucoup travailler, faut être là tout le temps. Moi, alors, quand j'étais à Pâté Sport, 99, 2000, j'ai eu 1 an et demi un jeune stagiaire, mais qui lâchait rien, mais qui était là le matin à 8 heures, qui était là jusqu'à 20 heures, et qui allait à Canal, qui tapait à la porte, qui prenait des gamelles, qui revenait, qui repartait. Et c'est un des commentateurs de Beansport, un des commentateurs vedettes, Benjamin Da Silva, qui commente Hmm. le championnat espagnol, que j'ai eu 2 ans en stage et qui était un mort de faim. Alors, il a beaucoup de talent, hein, Benjamin, mais il a bossé, quoi. Il a vraiment bossé. Est-ce que justement, est-ce qu'on retrouve ce qu'on a dans le sport et notamment dans le golf, où finalement le temps d'antenne est une toute petite partie du travail. Évidemment, il faut être bon quand on est à l'antenne, mais Mhm. que tout ça se prépare et se construit dans un environnement qui est moins glamour, qui est moins valorisant, qui est vraiment le travail à faire pour Mhm. vraiment avoir quelque chose à dire et délivrer un message quand on est à l'antenne. Alors, c'est moins vrai dans le golf, parce que par la force des choses, je vous l'ai dit, on passe énormément de temps à l'antenne. Quand on rentre à l'antenne, on y va minimum pour 4 heures. Moi, mon record, c'est sur une President's Cup en 2013 aux États-Unis. Le samedi, il a plu. Le dimanche matin, on a joué 2 tours. J'ai fait 9h15 d'antenne d'affilée avec Dominique Larech. 9h15 d'antenne d'affilée. Donc, c'est moins vrai dans le golf, mais dans mes souvenirs avec le foot qui sont pas si lointains finalement, ouais, bah oui, parce que vous faites un match ou 2 par semaine. Donc, ça fait max 3 heures d'antenne dans la semaine, mais à côté de ça, il faut aller chercher les infos. Hein. Ouais. Il faut aller chercher les infos et il faut beaucoup bosser. Il faut être, j'allais dire, si possible, incollable sur une question qu'on va pouvoir vous poser ou sur une situation qui va se présenter. Voilà. C'est ça aussi, le commentaire sportif a énormément évolué en quelques années. Quand Oui, parce on que réécoute les anciens commentaires, tout sport confondu, hein, vous prenez le Thierry Roland ou le Roger Coudert ou même Pascasio Laforie, là, qui repasse pas mal en ce moment, que j'adore, c'est super, mais c'est désuet, c'est une autre époque. Vous prenez ouais. les commentaires de Thierry Roland, qui est bravo, hein, qui est fantastique. Il y a zéro info. Il y a zéro info.
Et oui, en plus maintenant, non seulement il y a le commentaire, mais il y a le pré-brief, le débrief, le sur-débrief. Donc là, Ouais, la surenchère de tout ce qu'on veut. Ouais. ultra technique et qui crée aussi un public beaucoup plus exigeant avec Ouais. vraiment des spécialistes. Est-ce que, alors, c'est votre métier, vous n'êtes peut-être pas le meilleur, le plus objectif pour en parler, mais est-ce qu'on ne va pas parfois un petit poil trop loin justement dans la surenchère de débriefs et Ouais, d'analyses en long, en large, en travers très où certainement. chacun y va de son opinion, mais bon, voilà, on est 66 millions de Français, et il y a 66 millions d'opinions, donc on pourrait tous. Ouais, mais on adore faire ça en France, hein. Oui, Après, après, je le vois, j'ai la chance de regarder pas mal la télé dans tous les pays du monde. Ça se fait partout. Ça oui. se fait partout, l'analyse. Ça se fait partout et de plus en plus, et tout le monde a un avis à donner. Voire Donc, même la France qui est arrivée voilà. tard, alors que ça se pratiquait déjà dans d'autres pays. Ouais. Et alors, le golf est un peu particulier en cela, hein, parce que c'est vrai qu'on m'a souvent dit, tiens, c'est quoi la différence entre le public du golf et le public du foot, par exemple? Mhm. Ah, je dis, bah, c'est très simple, en fait. Moi, en 10 ans de foot, sur les stades, il n'y a jamais quelqu'un qui est venu me voir en me disant, ouais, là, vous avez dit ça, ça va pas, vous avez dit une connerie, là. Au golf, le premier tournoi que j'ai commenté, je suis rentré le lendemain dans mon club et un membre que je connaissais vient me voir et me dit, ah, je t'ai regardé, c'est bien, mais là, tu as dit une connerie. À un moment, tu as dit, le pote, là, il va être court et en fait, il était long. Voilà. Et le golf, c'est quand même le seul truc, et je le dis avec affection quand même, hein, où un mec quand même qui est 54 d'index va m'écrire un mail pour me dire que Thomas Levé est à chier. Ouais. Alors, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a peut-être plus de pratiquants dans les spectateurs de golf que dans Ah les oui, spectateurs 100% de foot, d'accord. pour le coup, où il y a plein de gens qui suivent le foot et qui n'ont jamais mis les Ouais, pieds sur le terrain, quoi. ouais, Donc, du bien coup, il y a sûr. une approche un peu plus passionnelle du Bien foot. sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est évident. C'est évident. Alors, on a parlé de la télévision, donc on pourrait qualifier de les grands médias. Oui, On voit apparaître depuis un certain nombre d'années maintenant euh, des nouveaux médias avec des chaînes YouTube, des blogs, enfin toutes sortes de choses comme ça qui sont réalisées parfois. Alors il y a des choses très professionnelles, il y a les Combini, les Brutes, etc., qui disposent de moyens importants et qui ont une approche très professionnelle. Et puis des démarches plus amateurs, à commencer par la nôtre, des birdies plein la tête, et puis beaucoup d'autres. Et en particulier en cette période de confinement, on voit beaucoup de personnes voilà, qui prennent l'initiative, étant eux-mêmes profs, enseignants, coachs, etc., de diffuser du contenu en ligne. Quel est votre regard là-dessus, vous justement qui avez vécu l'émergence des radios libres et on voit ce que ça a donné justement sur la transformation du métier. Comment vous voyez arriver ces nouveaux médias? Est-ce que quel est votre regard là-dessus? plutôt bienveillant, c'est plutôt positif en général. Il y a, il y a, il y a, il y a un distinguo à faire entre ce que vous venez d'évoquer, Franck, et il y a un autre truc qui me plaît un peu moins, c'est le côté influenceur, influenceuse, où ça, on en voit aussi beaucoup arriver. Et alors ça me plaît pas du tout. Mm. Après, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Ce qui me plaît pas du tout, c'est l'importance qu'on veut bien leur accorder Mm. et que je dirais, décideurs ou organisateurs de tournois ou décideurs de marques veulent bien leur accorder. Ça me pose un vrai problème. Euh, mais pour ce qui est de ce que vous évoquiez, les blogs, les chaînes YouTube, etc., je le vois ça d'un regard plutôt bienveillant, plutôt amusé parfois. Là où peut me déranger un petit peu, c'est lorsque, je dirais, les personnes qui font cela continuent de le faire tout à fait, je dirais, amateur, mais demandent à être traités de la même manière que les gens dont c'est le métier. C'est-à-dire que Mm.
Oui, voilà, quand je suis à oui. ouais, quand je suis à l'Open de France et que je vois des blogueurs qui jouent des coudes et qui viennent limite nous interrompre en plein direct, là, ça me pose un problème. Ouais, ouais. Est-ce qu'il arrive que vous y trouviez des idées? Vous voyez des choses se faire ou on vous envoie, je sais pas, des gens dans votre entourage ou Bien des sûr. vous disent tiens, on a vu ce truc-là, ouais, c'est pas mal foutu. Ouais. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, 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 vous faisiez, je dirais, le parallèle avec les radios libres, c'est exactement ça. Ça fourmille d'idées, il y a plein de trucs super à prendre dedans. Il ne faut pas se réduire à ça, mais il ne faut pas s'en priver. Je crois que c'est Mm. vraiment. Là, vous voyez, là, avec cette période de confinement, on travaille de manière différente. Hein. On a travaillé de manière différente par la force des choses, chacun chez soi, en essayant de produire du contenu. Moi, clairement, ça m'a permis de tester de nouvelles choses Mhm. que je veux mettre à l'antenne prochainement et que je viens un peu tester en laboratoire ici. Voilà. Donc, par exemple, là, ces derniers temps, j'ai testé une rubrique qui s'appelle Golf et architecture avec Christelle Mourguedal qui m'avait parlé d'un projet comme ça il y a quelques temps. Et je l'ai appelé pendant le confinement en disant Christelle, tiens, on va tester un truc, là, on va voir ce que ça donne. Et puis, si ça marche, on l'adaptera en télé. Et c'est super. C'est une super idée. Ça nous permet de travailler sur des choses qu'on fera certainement différemment, avec les moyens qui sont les nôtres en télé, qui sont mieux que ce qu'on peut faire chacun chez soi. Mais Ouais. ça permet d'inventer des nouvelles choses. Oui, c'est clair, ça pose des contraintes qu'on n'oserait pas s'imposer si on avait le choix et que du coup, Ouais, ça ouvre ouais, ça ouvre des possibles. Je ouais. voudrais qu'on revienne un instant sur le rôle des médias dans le développement d'un sport et donc notamment le rôle des médias dans le développement du golf en France. Euh, quel est justement l'engagement, la mission que se donne Canal au sujet du golf pour ce qui est de son développement, de son élargissement aussi peut-être à un public plus grand? C'est quelque chose qui est un cheval de bataille depuis un moment, depuis que j'ai pris la rédaction en chef. En tout cas, je me suis toujours dit que ça faisait partie de mon boulot d'essayer de développer le golf en France avec je dirais, les outils dont je dispose. Alors, je vous avouerai que je me pose la question en ce moment parce que je me dis, mais ouais, ok, d'accord, mais pourquoi, quoi? Finalement, on est quoi? On est 500 000 licenciés, on est 1 million de pratiquants. Pourquoi j'ai envie de développer le golf, quoi? On est bien entre nous, là. On n'a pas Mm. besoin d'être plus sur les parcours, là. Mm. Mais alors, me poser la question, ça me fait me rappeler pourquoi j'ai voulu le faire. Moi, je pense que c'est super important parce que, parce que vous êtes golfeur et que vous savez qu'au-delà d'aller taper dans une balle, euh, ça éduque les gens, ça éduque les enfants, ça donne des valeurs, ça donne, je dirais, des outils qui sont importants à un enfant pour démarrer dans la vie. Et que c'est pour ça que j'ai envie qu'on développe le golf. Donc, il y avait plusieurs axes moi que j'avais définis en 2017 à mon arrivée à la rédaction en chef du golf. C'était de dire sur la chaîne, j'aimerais développer le golf amateur en termes de représentativité antenne. Hein. Donc, depuis 3 ans, on diffuse la Golfers, la Gounouyou, les championnats d'Europe amateurs, des choses comme ça. Parler du golf scolaire. Alors ça, c'est pas évident parce que les initiatives, elles sont peu nombreuses et elles sont assez isolées. Elles sont pas fédérales jusqu'ici. Je crois que ça va changer. En tout cas, on y travaille de concert avec la fédération actuellement. Parler du golf handisport, le handi-golf, ça me semblait super important. Mm. Et ça, on le fait aussi depuis 3 ans. On ouvre des fenêtres pour différentes choses. D'ailleurs, je voulais saluer une initiative qui est pas si loin de ça que de chez vous. C'est le Grand Prix de Baden qui a monté cette année Roger Zabel, un ancien journaliste qui est Oui. golfeur, qui a créé le premier, avec ses copains, qui a créé le premier Grand Prix mixte handi-golf et golfeur valide. Voilà, c'était la première édition cette année en octobre, et ça c'est super. Et nous on l'a relayé évidemment. Ça, et puis le golf féminin qu'on essaye aussi de mettre en valeur avec, je dirais, nos faibles moyens, parce que là c'est une question de droit et pour des raisons techniques, on a en stock, on a acheté que les droits des majeurs féminins. D'accord. Ah oui, donc c'est effectivement réduit.
Ouais, bah ouais, parce que en fait, c'est tout simple, hein, le LET, l'European Tour féminin, et le LPGA, qui est le PGA Tour féminin, se jouent en même temps que les circuits masculins, donc on n'aurait matériellement pas le temps Ah, de ouais, passer. ouais. Voilà, donc il est frontal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, on fait plaisir à ceux qui sont le plus en demande. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le golf masculin qui est le plus plébiscité. Alors, Mais on a les majeurs. Voilà. en parlant de plébiscite, et on a parlé aussi du rôle des médias dans le développement du sport. Est-ce que la situation actuelle est un rappel que on peut avoir des plans, des projets, des envies, mais parfois il y a une réalité autre qui s'impose et qui amène à modifier les plans. Est-ce que justement, donc là on est typiquement dans une question de santé, il y a eu l'année Mhm. dernière, dans les dernières années, des annulations de grands prix Ouais. de grands prix ou de compétitions internationales pour des raisons soit environnementales, Mhm. avec ou des problèmes climatiques. On a des interrogations aussi sur des grandes questions géopolitiques. Je pense par exemple à l'arrivée du projet de Première Ligue Mhm. financé par l'Arabie Saoudite. Donc du coup, le PGA agite Ouais, ouais. en disant il ne faut pas y aller parce que c'est de l'argent sale. Donc ce sont des moments où la vraie vie s'immisce comme ça Mhm. dans la vie du sport et on peut pas prétendre en être complètement distancié. Comment justement avec toutes ces évolutions-là, vous voyez, j'imagine que vous en tant que responsable d'une chaîne de télé, vous devez vous projeter pour voir un peu dans quelle direction ça va. Vous voyez ça évoluer comment justement l'interconnexion de ces différents enjeux et Mhm. le besoin de s'adapter à une réalité dont on ne peut pas s'abstraire complètement, quoi. La télé, elle change, évidemment, hein. Là, en 5-6 ans, elle a énormément changé. C'est plus du tout la même. Euh, c'est comme dans Astérix, en fait. Il y a un village qui résiste. Le village, c'est le sport. Ouais. Le village, c'est le sport. Pourquoi? Parce que je vous disais, la télé, elle a changé. On ne consomme plus la télé comme on l'a consommée il y a 10 ans. C'est fini. Vous ne regardez plus rien en direct. Vous pouvez faire que du replay. Mais le Je suis sport d'accord avec résiste. vous. Ouais. Pourquoi le sport résiste? Parce que les gens, l'intérêt du sport, c'est le direct. Mm. Voilà. Vous n'allez pas vous enregistrer votre match de foot et le regarder 2 jours après parce que l'info, vous l'avez en instantané. Donc, si vous n'êtes pas en direct, vous êtes cuit. Donc, en fait, ce qui, je dirais, entretient la viabilité des chaînes pour l'instant, les chaînes de télé, je dirais, comme on les a connues depuis qu'on est petit, c'est le sport. S'il n'y a plus le sport, il n'y a plus de chaîne de télé. Mm. Il n'y aura que du Netflix et que du replay Oui, à la et que demande, les GAFA, les choses comme ça. Le Mm. sport entretient tout cela. Et pour l'instant, c'est ce qui, je dirais, sauve tout le monde. En tout cas, les gens des médias. Alors après, pour répondre à votre deuxième question concernant les cas de conscience qu'on peut avoir sur Alors, le PGA Tour, je suis pas sûr qu'ils disent attention, c'est de l'argent sale, hein. Eux, ce qu'ils disent, c'est attention, on va nous prendre notre business. C'est le seul truc Alors, qui nous oui, intéresse, c'est hein. pas comme ça qu'ils communiquent dessus, mais je pense que c'est ça. Voilà, voilà. Euh, ouais, je sais, je suis interpellé souvent. Moi, sur les réseaux, je reçois des lettres aussi de gens qui me disent ah, mais comment ça, vous passez le Tour européen en Arabie Saoudite, mais quelle honte. Écoutez, écrivez à European Tour, demandez-leur pourquoi ils ont signé un contrat avec l'Arabie Saoudite. Vous voyez, c'est pas, j'allais dire, c'est pas mon problème. Si, c'est mon problème, mais c'est pas à moi d'être le porte-étendard de ces choses-là, quoi. Oui, non, C'est pas à nous de faire ça. Nous, voilà, on essaye de faire au mieux. On n'est pas dupes. On va pas faire l'apologie ni la promotion de ces endroits qui sont, je dirais pas politiquement corrects, mais ça fait partie des choses qui sont en place et on est obligé de faire avec, malheureusement. vous disiez à l'instant que ce qui préservait la télé, c'était le direct, c'était le sport. Est-ce que vous voyez peut-être le risque justement d'une évolution du sport, comme ça a pu être le cas d'ailleurs dans des sports américains, dont à un moment, par exemple, on a dit le dopage, on n'en parle plus parce que c'est pas le sujet. Mm. On veut du spectacle télégénique, donc ça veut dire qu'on va commencer à articuler les parties, ça laisse des spots C'est de déjà le pub à cas. l'intérieur, etc. Tout à fait. Est-ce que vous voyez le risque
d'aller encore un peu plus vers ça. Parce que une des motivations de la Première Ligue, enfin de la Golf League, Première Golf League. première Golf League, c'est justement de dire les spectateurs, ils n'ont plus envie de voir des dernières parties avec des joueurs inconnus. Ils veulent les stars, donc on va leur donner les stars toutes les semaines avec 48 joueurs. Et comme ça, on sait qu'on aura au moins 3-4 stars dans les dernières parties toutes les semaines. Et c'est ce que veulent voir les gens. Est-ce que, alors je ne sais pas si ça va se faire avec cette ligue-là, mais est-ce qu'il y a ce risque en golf notamment ou dans le sport en général, c'est-à-dire d'avoir vraiment un sport qui s'oriente vers le pur spectacle en fait, en enlevant finalement toutes les inconnues sportives qui fassent qu'on n'a pas la bonne tête le bon jour parce que c'est pas celui qui véhicule la meilleure. C'est déjà un peu le cas. Hein. C'est déjà un peu le cas, je crois. Hein. On prenait le PGA Tour lorsqu'on arrive dans les playoffs de la FedEx avec les crémages. C'est pareil sur les Rolex Series. À l'arrivée, il vous reste que les 30 avec les bonnes têtes et bankable. Hein. Donc, vous l'avez déjà. Vous l'avez là. Vous l'avez dans les WGC, les championnats du monde de golf. Vous n'avez que les stars. Les majeurs, évidemment. Après, il reste les tournois, entre guillemets, je dirais, enfin, je ne peux pas dire de seconde zone, mais les tournois qui ne sont pas parmi ceux que j'ai cités. Oui. Ouais, c'est déjà le cas. Après, est-ce que le sport en question peut en pâtir? C'est aussi déjà le cas pour moi dans le golf. Il y a un sujet dont on parle depuis Oui. un petit moment déjà, qui est la lenteur au golf et le temps de jeu. S'il y a des mesures qui sont prises en Europe et avec European Tour, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Pourquoi? Parce que non seulement ça ne les arrange pas, mais en plus, eux, ça les arrange que ça joue lentement. Parce que plus ça joue lentement, plus vous allez avoir des pauses de pub. Oui. Voilà. Voilà. Souvent, dans nos retransmissions américaines, hein, le PGA Tour, pour ceux qui ne savent pas, là, il y a beaucoup de gens me posent la question. Ils me disent mais pourquoi il y a sans arrêt des tableaux là, ou alors pourquoi il y a sans arrêt la rivière qui coule là, il ne se passe rien. Parce que pendant que vous voyez ça, ils sont en train de passer des pubs aux États-Unis. Il faut savoir que les télés américaines, toutes les 6 minutes, vous avez 3 minutes de pub. Ouais. Toutes les 6 minutes, 3 minutes de pub. Voilà. Et si la partie fait 6 heures, c'est vachement mieux que si la partie fait 4h30 pour eux. Ouais. Ouais, donc c'est déjà le cas. Et on a vu cette évolution dans le tennis avec des mesures qui ont été prises pour favoriser le jeu lent, pour le coup, pour que les échanges soient plus longs. On a donc toléré aussi que les joueurs cassent les pauses pour qu'ils puissent récupérer et pour que du coup ce soit spectaculaire. Donc il y a effectivement un moment où il y a des choix à faire. Regardez, au rugby, ils ne sortaient pas du terrain à la mi-temps avant. Hein. Ouais. Maintenant, on met une bonne tranche de pub et puis tout le monde va se reposer. Ouais. Ok, bon. Est-ce que un autre élément dans ce même sens, le e-sport, est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous intéressez personnellement ou comme une tendance montante, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans votre scope? À titre personnel, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et alors, toujours à titre personnel, je sais qu'on en parlait au JO, mais où on va, quoi? Où on va? Alors, je vais faire bondir tous les jeunes qui nous regardent, mais enfin bon, voilà. Peut-être un peu conservateur, mais c'est pas du sport, quoi. C'est pas du sport. C'est un vrai choc de culture, là, pour le coup, parce que c'est souvent présenté comme le truc, enfin l'évidence. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais nous, on en passe aussi, là, hein, pendant le confinement, là, quand il n'y a pas eu Marseille-Paris, je crois qu'ils ont fait jouer un match Marseille-Paris en e-sport. Ouais, ça se défend, c'est drôle 5 minutes, mais bon, enfin, de là à en faire un sport olympique, où on va, quoi. Mais voilà, après, il en faut pour tout le monde, hein. Et voilà, on a notre chaîne d'e-sport, il y a son public et c'est louable, et ok, pas de problème. Ok. On va terminer en revenant au rêve. Le rêve de fréquenter la télévision et le haut niveau. Quelles ont été vos plus belles rencontres? Alors on va commencer déjà par des lieux et des gens, c'est-à-dire des endroits où votre métier vous a amené et où vous avez vraiment découvert quelque chose qui vous a frappé, que vous n'auriez probablement pas croisé, expérimenté si vous n'aviez pas fait ce métier. Est-ce qu'il y a des endroits où vous avez été amené à aller, vous dites waouh, là c'était vraiment.
Ouais, bien sûr. Oui, oui. Alors ça, moi, ça me revient tout de suite. Alors c'est marrant parce que ça va mêler les deux univers que je côtoie depuis 20 ans maintenant, le foot et le golf. Il faut savoir que pendant les 12 années où j'étais au foot, je jouais au golf déjà, j'avais débuté. Euh, donc pendant ces 12 années, j'ai eu la chance de parcourir toute l'Europe, hein, avec la Ligue des Champions, la Ligue Europa et tout ça. Jusqu'à l'Oural, enfin, partout. Et je me suis toujours à peu près débrouillé, en tout cas sur les 5-6 dernières années, quand j'étais un peu plus installé au foot et que j'avais un peu plus mon mot à dire. Je me suis toujours débrouillé pour bosser avec un consultant qui était golfeur. Et, euh, et donc, on partait toujours la veille et on allait toujours se jouer un petit golf dans les pays ou dans la ville où on allait. Voilà. Donc j'ai j'ai joué des trucs incroyables, des trucs improbables. Voilà, j'ai joué à Kazan, au fin fond de la Russie, là-bas. J'ai joué dans le nord de la Pologne, j'ai joué des trucs incroyables. Voilà. Et à côté de ça, il y a des décors, il y a des façons de se comporter des gens. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, voilà. Les golfeurs sont Bah, les mêmes. c'est les cultures, mais voilà, ouais, c'est un langage universel quelque part, quoi. Voilà. J'ai eu la chance, en allant jouer, en allant commenter, pardon, des matchs à Glasgow, des matchs des Rangers. J'avais la chance d'avoir fait des matchs avec Franck Sauzet, qui est golfeur également, Franck, qui a joué en Écosse et qui était ami avec l'entraîneur adjoint des Rangers, qui avait été un gars qui avait joué dans son équipe à l'époque où il était au Hibernians. Et le mec nous a emmené jouer des parcours en Écosse. Incroyable. Voilà, donc ça, c'est des rencontres, c'est des lieux, c'est des trucs comme ça. Alors ça, voilà, des souvenirs, voilà, vous me parlez de ça, ça reste très foot et golf, hein, bien sûr. Euh, des endroits, oui, des endroits où je ne serais jamais allé dans ma vie. Voilà. Et oui, parce que c'est un des aspects. On parlait du tennis tout à l'heure. On suit le tennis. Bon, bah voilà, on fait New York, Melbourne, machin. Ça reste quand même des grandes villes, des endroits assez cosmopolites. C'est vrai que le golf, parfois, et le foot, pour le coup, Ouais. amène à des endroits qui sont parfois un petit peu plus improbables, quoi, un petit peu en dehors des Ouais, plus le foot encore. Mais avec le golf, ouais, bien sûr. Alors le golf, oui, j'ai eu la chance d'aller dans les super endroits, effectivement, qui comptent golfiquement. Mais il y a des endroits qui, géographiquement, je dirais, sont pas des endroits où je serais allé a priori et que j'ai eu la chance de pouvoir visiter. Je pense à la President's Cup 2013 qui se jouait chez Jack Nicklaus, là-bas dans l'Ohio, à Dublin, un village paumé. Le parcours s'appelle Murfield Village, en hommage à Murfield en Écosse. C'est un endroit incroyable. Le parcours est dingue. C'est juste au niveau de l'architecture golfique et du dessin, c'est le truc le plus incroyable que j'ai vu. Et puis, bah, à côté, ce petit village, là, paumé dans le nord, là, voilà. Voilà, je suis allé au Bridgestone, là, le championnat du monde, là, le Bridgestone Invitational, qui se joue à Akron, Ohio également. Ohio aussi. Ça, Ouais. c'est des trous perdus, ça, c'est des endroits mais improbables, hein, aux États-Unis. Voilà. Est-ce que, alors pareil, des rencontres, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, vous avez évoqué Michel Hidalgo, mais Ouais. dans l'univers des médias, il y a eu des gens, des rencontres comme ça. Vous avez parlé aussi de Charles Bétry, que vous n'avez pas rencontré pour le Mhm. coup, mais est-ce qu'il y a eu des rencontres, des gens avec qui vous avez vraiment vous avez découvert des choses et qui vous ont voilà, frappé, marqué? J'en ai pas parlé tout à l'heure. Mon premier patron au sport, le chef des sports quand je suis arrivé à Canal, c'était Michel Denisot. Euh, ouais, c'est un sacré bonhomme, hein. Respect. Ouais, respect. Ouais. Espèce d'assurance, de simplicité, de professionnalisme, de sérénité, euh, impressionnante, impressionnante. Voilà. Et puis, bah, alors toujours, là, on va être dans l'extra, extra. C'est-à-dire que le golf me permet aussi de rencontrer des gens qui sont d'un autre univers, mais qui sont golfeurs. Oui.
Et alors là, c'est que ce soit des anciens sportifs, des comédiens, des chanteurs, voilà, des écrivains, des choses comme ça. Je rencontre des tas de gens et finalement, quel que soit, je dirais, leur niveau social, le niveau social dans lequel ils évoluent, la sphère sociale dans laquelle ils évoluent, ben on se retrouve à parler le même langage, c'est le langage du golf. Vous voyez, quand je parle avec Eric Corsena, écrivain, ou quand je parle avec, je sais pas, Antoine Comboiré, footballeur, euh, ou un Lucien Jean-Baptiste qui est comédien, ben on parle la même langue. Hmm. Voilà. Et cette passion pour le golf, elle est toujours. Parce que on parlait tout à l'heure du fait que Canal était impliqué dans le golf depuis le tout début, 84. Ouais. André Rousselet, golfeur. Ouais. Le fondateur de Canal+, Mm. effectivement golfeur, et c'est probablement pas un hasard qu'il se soit enfin, je veux dire, intéressé à ce moment-là au golf, qui n'était pas forcément la voie la plus Ouais. évidente en termes de Ouais. potentiel de business Ouais. dans le sport. Ouais, ouais, bien sûr, André Rousselet, golfeur, ami de François Mitterrand, golfeur, Golfeur lui euh, aussi. voilà, dont le pro était entraîneur, était Bernard Pascasio, hop, consultant à Canal après, vous voyez. Des petits univers qui se. Est-ce que vous voyez, on a parlé un peu de l'évolution au cours des 10 dernières années, vous voyez une évolution venir sur la place du golf en France, ou est-ce que vous estimez que les années, les belles années, c'était justement ça, hein, c'était un peu les années 85, Mm. 90, et que voilà, ça a passé et que peut-être on n'y reviendra pas, quoi. Alors, le golf est en train de changer profondément, mais c'est la société qui est en train de changer. C'est-à-dire que là, vous regardez un Brooks Koepka, ça n'a rien à voir avec un Ballesteros ou un Langer à l'époque, hein. Là, aujourd'hui, ce sont des athlètes. Ce sont des athlètes. Un gars comme Koepka est plus un athlète qu'un golfeur d'ailleurs. Oui, oui. Est-ce Et, que, est-ce que vous oui. croyez au changement de format, justement pour adapter le jeu de golf à toutes sortes de configurations, raccourcir des parcours pour les rapprocher des villes, etc. Ouais, c'est pas idiot. Ouais, ouais. Là, vous parlez pour les amateurs, pour nous, pour les gens qui jouent au Oui, oui, golf. oui. Ouais, non, mais ça, c'est clair. C'est clair. Alors, ce qui s'est passé là avec la crise du Covid, alors je ne sais pas si ça va changer des choses dans notre façon fondamentale d'être et provoquer des remises en question chez les gens. Mais en tout cas, euh, au moment où on parle, là, la société, elle a changé. C'est-à-dire que ça va à 2000 à l'heure, quoi. Et les gens, ils peuvent plus se permettre de passer Oui, 5 heures 5 sur heures, un ouais. parcours. Voilà, donc les formats, il y a eu des tentatives hein, de fait déjà sur jouer des 9 trous, sur jouer sur payer au trou. Vous pouviez payer pour 3 trous, voilà. Alors après, voilà, les piquets du golf, tout golfeur est un piquet du golf. Il va vous dire non mais moi quand je pars, si je fais pas minimum 18 trous, je peux pas quoi. Voilà. Ouais. Moi je me vois pas faire 3 trous, mais il va falloir réfléchir à des nouveaux formats, à des nouvelles façons d'être et de proposer des choses nouvelles aux gens, quoi. Voilà. Hmm. Voilà. En tout cas, sur le format, la durée, sur ces choses-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment y toucher parce que le golf a cette particularité que lorsque vous mettez un néophyte, vous l'emmenez sur un terrain de golf, c'est soit il aime, soit il n'aime pas. Il n'y a pas de j'aime moyen, je vais venir une fois tous les 3 mois. Non, c'est je deviens dingue et je joue aussi souvent que je peux, ou alors ça ne m'intéresse pas. En gros, c'est ça, pour schématiser. Donc, travailler sur les durées, sur ces choses-là, ça va être compliqué. En revanche, je pense qu'il est intéressant, et là, on va être obligé d'y arriver, c'est de travailler sur le format de jeu, les différents formats de jeu parce qu'on ne peut plus continuer de faire jouer sans arrêt tous les gens en stroke play, des boules blanches. Ouais. Le golfeur, il y a quand même une majorité de golfeurs qui vont être, je dirais, je sais pas, schématisé entre 18 et 30 d'index peut-être, c'est à peu près la majeure partie des golfeurs en France. Bah, ces gens-là, ils ont envie de se marrer et il va falloir qu'ils jouent des trucs un peu plus sympas, un peu plus drôles, des formules où on s'amuse, adapter les départs. Alors, on a du mal encore en France à se dire ah, j'ai pas envie d'aller jouer des bleus, j'ai pas. Hmm. Il va falloir s'amuser, quoi. J'ai eu le bonheur, vous me parliez des gens qui ont compté, machin, des rencontres importantes. J'ai eu la chance, mais
incroyable d'aller rencontrer et interviewer pendant une journée entière Gary Player, il y a 3 semaines. Je suis allé chez lui en Afrique du Sud avec Jean Garayan. Ça aussi, c'est un moment de vie incroyable. Et dans les choses, question de soumettre l'évolution du sport, Ah, pardon, il y a encore une coupure. Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, pardon Thierry, il y a une coupure. Vous êtes figé à l'image, je n'ai plus de son. Alors, là, ça a l'air de revenir. Ça a l'air revenu. Donc, Jean voilà. Garriade et Où est-ce qu'on s'est perdu? on s'est perdu au moment où c'est à décrire Gary Player et Jean Garriade. Ouais. Voilà. Et donc, voilà. Donc, quand j'ai posé la question à Gary Player de savoir ce que l'on devait peut-être changer dans le golf à l'avenir, la première chose qu'il m'a dit, c'est je crois que les gens doivent s'amuser. Il faut qu'ils arrêtent de faire une fixette sur les boules de départ. Il faut qu'ils trouvent des formules où ils s'amusent et surtout, il faut qu'ils partent des boules adaptées. On s'en fiche d'aller jouer au fond. Laissons les pros aller jouer du fond. Jouons de l'endroit qui nous fera plaisir et de là où on prendra vraiment du plaisir à jouer à ce jeu. Eh bien, il a bien raison. Pour conclure, comme le cœur de notre sujet, c'est voilà, l'accompagnement de projets professionnels dans le sport, dans le golf ou ailleurs. Votre conseil comme ça à un jeune qui se lance, qui porte un rêve comme ça et qui veut réussir, quels sont les 2-3 conseils que vous lui donneriez, les bonnes questions à se poser, les bonnes initiatives à prendre pour se mettre sur la voie de la réalisation de son projet? Déjà, croire en ses rêves, croire en ce qu'il fait, en ce qu'il a ou ce qu'il ou elle a envie de mener à bien, de se donner les moyens d'y arriver. Quand je dis se donner les moyens, c'est avoir envie d'avoir envie. Et ça, alors ça paraît tellement évident que souvent on ne comprend pas le truc. C'est-à-dire que pour faire un parallèle avec un grand golfeur français, très grand golfeur français, j'ai toujours dit, et c'est de Victor Dubuisson que je parle, que j'ai souvent dit, s'il a envie de gagner, il va regagner. C'est pas exactement ça. S'il a envie de se donner les moyens d'avoir envie de regagner, il va regagner. Il y a une différence. Il y a vraiment une différence qui est importante. Et je crois que ça, c'est un conseil super important, je crois, qui doit être pris en compte par tous les jeunes qui ont envie de faire ce métier. Croire en soi également, et puis travailler, et puis bien s'entourer, faire les choses comme il faut, quoi. Et aux parents qui accompagnent notamment, alors je ne parle pas forcément des petits, mais des ados, 12, 14, 16 ans. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ou des bonnes questions à se poser d'après vous? Pas simple, hein, cette question. C'est marrant. Non, je sais, je suis confronté à ça un peu en ce moment avec ma fille qui est rentrée en école de journalisme l'an dernier. Vous voyez, je ne lui aurais pas du tout conseillé. Mais en tant que parent, à partir du moment où on est sûr que c'est, je dirais, le désir profond de son enfant de faire ça, bah, c'est d'être derrière à fond et de l'accompagner. Moi, c'est ce que j'ai dit à ma fille. Je lui ai dit, écoute, c'est ça que tu veux? Ok, on y va. C'est pas grave. Si tu t'aperçois au bout d'un moment que c'était pas ça, eh ben, tu auras perdu un an. Qu'est-ce que c'est un an dans une vie? Ça vaut le coup quand même d'essayer de réaliser tes rêves. Et si c'était pas ça, bah, on passera à autre chose. Mais on ne va pas vivre avec des regrets dans 10 ans. Donc, il faut que la décision est prise et qu'on est sûr de l'envie de la personne, je crois qu'il faut aller derrière à fond, quoi. Bien, bah, c'est un excellent conseil. Merci Thierry ça fait presque 1h30 qu'on est ensemble. Merci pour ce temps. On a eu quelques contrariétés techniques, mais ça devrait pas être bien méchant. Ok, pas de problème. Voilà. Avec grand plaisir, Franck.
Eh ben, merci, bonne fin de journée, bonne fin de confinement pour le coup. On verra le temps que ça Merci. dure. Et au plaisir de suivre vos nouvelles aventures quand la reprise vous aura permis de repartir aux quatre coins du monde pour suivre les parties de golf. Avec grand plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.